Mapinguari de Marc Burger. 5 avril 1891. Trois-Palais-Tuviers, Guyane française. Journal d'Étienne Mauffray, explorateur. Je n'arrivais toujours pas à croire que je venais de m'engager dans cette expédition saugrenue. Tout cela pour rembourser mes dettes, tout cet argent dilapidé au jeu. Décidément, mon banquier allait me haïr comme jamais. Mes longues années passées en Guyane faisaient de moi l'un des experts de ces jungles denses et inhospitalières. Mais que serais-je sans les indigènes? Ce sont eux qui connaissent la forêt comme personne, ses moindres recoins, les espèces animales et végétales qui la peuplent, et les dangers qui y rôdent, de jour comme de nuit. L'Amazonie est leur divinité. Ils la craignent autant qu'ils la vénèrent. Cette mer naturelle, dont la cime des arbres sert de toit à ces nombreux peuples, peut reprendre la vie aussi vite qu'elle l'a donnée. Il suffit de se faire mordre par un fer de lance, ce serpent tapi dans des crevasses, ou encore d'avoir la malchance de croiser un candirou, cette sale bestiole, ce petit poisson du diable, attiré par l'urine, qui se glisse dans l'urètre de sa victime avant d'y planter ses crochets. Combien de fois ai-je vu des malheureux se vider de leur sang dans les marais, simplement pour avoir fait leur pause pipi au mauvais endroit? L'autre cauchemar local, c'étaient les moustiques, qui vous dévoraient la peau plus qu'ils ne vous piquaient. Leurs bourdonnements incessants résonnaient comme autant de moteurs de petites locomotives ou d'hélices furieuses de bateaux à vapeur. Et des ennuis, nous risquions d'en avoir. En effet, l'homme que j'accompagnais était un Allemand excentrique, en quête d'aventures exotiques, un certain von Weidmann, une sorte de comte ou de baron moqué par une bonne partie de l'aristocratie prussienne et réputé pour avoir une vie dissolue dans les relations charnelles et l'argent dépensé en opium, en mobilier de luxe et autres fantaisies des gens de sa classe. Sa nouvelle lubie, c'était de chasser les espèces les plus rares et les plus convoitées pour les revendre à des Allemands, des Anglais ou des Américains. Tapirs, jaguars, paresseux, singes capucins, toucans, haras. Il n'hésiterait pas à se servir dans ce qui lui paraissait être un Eldorado aux ressources inépuisables. Notre escorte se composait de 9 Indiens, tous de la même ethnie, les Wayapis, parlant la langue Tupi-Guarani, réputés pour leur bravoure et leur endurance dans les affluents marécageux infestés de caïmans et autres anacondas. Nous étions donc en place dans le bateau pour longer la rivière Oyapock, en passant par des comptoirs portugais et français tels qu'Usina Taparabo, Taparabou, Saint-Georges, Oiapoque, Alice, avant de nous engouffrer dans ce que l'on appelait le parcours noir, un prolongement du fleuve Amazone pénétrant des terres quasi inhabitées, dont on disait qu'elles étaient souvent en proie aux caprices de la nature. Même les Indiens qui nous accompagnaient avaient emmené avec eux fusils, lances et haches. En m'installant sur notre frêle esquif, je notais dans leurs regards une inquiétude dissimulée, comme s'ils avaient conscience que nous pourrions ne jamais revenir. D'autres s'étaient essayés avant nous, pensant dompter les éléments, et c'était d'ailleurs le propre des Occidentaux, croire qu'ils étaient en mesure de tout dominer. Or, la forêt, elle, ne se dominait pas. Von Weidmann prit place à bord et se permit même de houspiller l'un des Indiens, prétextant qu'il prenait trop de place. Le malheureux, qui comprenait à peine l'anglais et encore moins l'allemand, devina, en observant les grimaces hideuses de son interlocuteur, que ce dernier lui reprochait quelque chose. Je lui fis donc signe de la main, lui expliquant calmement qu'il devait se pousser pour que notre cher hôte puisse viser et abattre ses proies en restant debout sur la barque. Le bruit du moteur me perça les tympans. Ça y est, nous nous dirigions vers Usina Taparabo,
et allions longer cet affluent de l'Amazone qui séparait la Guyane française de l'immense Brésil. Les premières créatures que nous vîmes furent des vautours du type urubu, charognards notoires de ces contrées, sur une étendue de sable située à quelques mètres sur notre droite. Ces gigantesques corbeaux de mauvais augure, avec leurs longues ailes noires déployées, étaient en train de se repaître d'une carcasse, probablement un cochon malade laissé par des villageois des alentours. Rien d'intéressant pour notre chasseur arrogant qui fit signe d'accélérer. Dans la continuité de notre navigation, j'observais autour de nous des rangées d'arbres aguarés, très proches de palmiers que l'on observe dans les Caraïbes. Les Indiens, quant à eux, étaient à l'affût et appréhendaient notre entrée dans le parcours noir, redoutant autant les tribus hostiles que les bêtes que nous pourrions y croiser, ce qui ne semblait guère soucier Van Weidman, toujours aussi sûr de lui. Au bout d'une heure, nous étions à l'entrée du fameux parcours. Le cours du fleuve se faisait plus étroit, et il fallait constamment éviter les récifs présentés par les nombreux îlots qui jonchaient notre passage. La chaleur devenait étouffante, mais le soleil était de notre côté, ce qui était toujours préférable aux pluies tropicales. Je n'osais pas me rafraîchir le visage en trempant mes mains dans l'eau, de peur d'avoir les doigts dévorés par les piranhas. Les chants des oiseaux et les vols des insectes rythmaient les environs d'une sorte de berceuse harmonieuse. L'Allemand, qui jusque-là ne m'avait pas adressé la parole, m'interpella. « Eh bien, Maufray, j'espère que vous connaissez aussi bien la forêt que vous le prétendez. Les Indiens que vous m'avez dégotés ont l'air de vrais lâches. C'est à croire qu'ils auraient peur de la moindre mouche qui viendrait se poser sur leur nez. Ne vous fiez pas aux apparences, monsieur. Ces gars que vous voyez vivent principalement à l'endroit même où l'Oyapock se jette dans l'Atlantique. L'une des raisons qui explique le déplacement de ces populations, c'est l'agressivité des Indiens Bororos, que nous risquons de croiser dans ces bois. Et qu'ont-ils de si particulier, ces sauvages? Ils survivent dans cette forêt depuis des millénaires, monsieur. Ils sont capables de reconnaître en moins de 2 la grenouille avec le dos le plus venimeux, et s'en servir comme d'une arme de guerre, en étalant son venin sur de petites fléchettes, qu'ils vous envoient ensuite dans la gorge à coups de sarbacane. Ils peuvent également tuer un piranha d'un seul coup de lance, neutraliser un caïman en lui fermant la gueule, ou tenir tête au robuste jaguar. Vous en parlez comme de farouches gladiateurs, Maufray. Pour le moment, je ne vois pas vos Spartiates. Où se cachent-ils, ces pleutres? Qu'ils se montrent? Si l'un d'entre eux ose attaquer ma barque, j'ajouterai sa tête à mes nombreux trophées de chasse. Devant l'arrogance de cet homme, je préférais me taire, acquiescer et surveiller les alentours. Ces zones n'étaient pas sûres, et les Wayapis le savaient. Ils scrutaient sans cesse les rives, car les rixes avec les Bororos étaient monnaie courante. En effet, les natifs n'appréciaient guère de voir arriver des rafiaux bruyants qui faisaient fuir leur proie. Sans compter que, depuis des siècles, certains Européens se laissaient aller à des comportements inacceptables. Des aventuriers en quête de sensations fortes traquaient les jeunes femmes indiennes, avant de les immobiliser dans un buisson et de faire leur petite affaire, sans s'être bien sûr assurés au préalable du consentement de la jeune fille, ce qu'il est convenu d'appeler un viol. Derrière les larges troncs des palétuviers, je devinais des présences hostiles, farouches et inamicales. Le fait de ne voir personne en vue ne signifiait en rien que nous étions seuls. En continuant notre traversée, nous aperçûmes bientôt, à quelques kilomètres sur notre gauche, une immense falaise de glaise orangeâtre. Cet amas rocailleux n'aurait présenté aucun intérêt pour Van Weidman s'il n'était pas le point de rendez-vous de tous les perroquets de la région. En effet, ces volatiles, qui consommaient régulièrement des fruits trop mûrs, risquaient des brûlures d'estomac.
Il leur fallait donc ingurgiter l'argile de la montagne pour calmer ces douleurs. On voyait les plus beaux spécimens des psittacidés. L'ara macao, l'amazone à front jaune, l'amazone impériale, reconnaissable à sa tête bleu foncé, des conures soleil et des amazones de Cuba. Les oiseaux se réunissaient dans un infatigable tintamarre, car ce lieu était également l'endroit idéal pour rencontrer leurs partenaires, avec qui ils partageaient toute leur vie. Cette population bigarrée, affublée de magnifiques plumes vertes, rouges, bleues et jaunes, apportait une dose de couleur inespérée face au vert triste et fade de la canopée que nous avions face à nous depuis plus d'une heure, sans compter la crasse de l'eau, mélangée à la boue et la vase de la rivière, qui m'empêchait de voir le fond. Von Weidmann, toujours aussi stoïque, ordonna aux Indiens d'accoster non loin de la montagne d'argile, avec des filets et des cages. Les premières prises de l'allemand furent donc des oisillons, dont on distinguait déjà le beau duvet multicolore, lâchement capturés dans leur nid et appelant leurs parents au secours. En fin de journée, nous installâmes le campement. Nous avions continué de longer Oyapock, puis décidé de faire une halte non loin du village de Camopi. Le dîner fut principalement composé de faillots et de lard, et le meneur de l'expédition avait réussi à abattre 2 pécaris pour les faire rôtir, au plus grand plaisir des Indiens. La lune était ronde et belle. J'entendais les coassements des petites grenouilles, les petits piaillements des oiseaux, et installais la moustiquaire pour espérer dormir en paix. Le lendemain matin fut beaucoup plus éprouvant. Nous nous enfonçâmes dans les profondeurs de la forêt, traversant les villages de Kanyuma, de Pina, et ravageant les écosystèmes locaux. Von Weidmann, qui se prenait maintenant pour un demi-dieu, captura une harpie féroce, un couple de singes capucins, un paresseux, une mère tapir et son petit, et même une portée de jaguars, après avoir froidement fusillé et dépecé la mère pour en faire un tapis dans son salon. Plus de doute possible, cet homme était la pire des brutes. À ce rythme, il aurait ravagé l'Amazonie d'ici une semaine. Les Indiens non plus n'approuvaient pas cette dévastation de leur espace naturel, et notre progression dans ces lieux demeurés impénétrables semblait les inquiéter. Malgré la barrière linguistique, je les observais souvent discuter entre eux, faisant de larges signes avec leurs bras, haussant le ton. La panique se lisait parfois dans leurs regards. C'est d'ailleurs à ce moment que je fis la connaissance de l'un d'entre eux, un gamin qui ne devait pas avoir plus de 12 ans, Émira. Le môme, pourtant d'une nature souriante et enjouée, avait l'air de partager l'inquiétude de ses compatriotes. Et pour notre plus grand bonheur, il avait été scolarisé à Cayenne et parlait un français impeccable. J'aimais bien ce petit. Lorsqu'il vint à moi pour me resservir du café, il en profita pour s'entretenir avec le seul occidental de l'expédition qui lui paraissait bienveillant. « Monsieur, les hommes qui nous accompagnent ne sont pas rassurés. Ils rêvent secrètement de faire marche arrière, de rebrousser chemin. » Émira, je les comprends, tu sais. Von Weidmann est un personnage immonde. Il se croit ici en terrain conquis et s'attaque à tous les êtres vivants qu'il rencontre. J'ai même peur qu'il tue un Indien. Les Wayapis craignent plusieurs choses ici. D'abord les Bororos, qui sont de redoutables guerriers, infatigables, qui vous trancheraient la langue sans même vous regarder, avant d'enduire votre sexe de miel, et de vous enterrer dans un trou en proie aux fourmis rouges. Il m'a semblé à plusieurs reprises que nous étions observés dans ces bois. J'entends des craquements de brindilles et de feuilles mortes qui trahissent des présences qui rôdent dans les parages. La deuxième chose qui terrifie les Wayapis, c'est le jaguar. Von Weidmann le considère seulement comme un gros chat que l'on peut assommer d'un coup de crosse de fusil, mais pour les peuples de l'Amazonie, cet animal est un seigneur. Il incarne l'un des esprits les plus puissants de ces forêts,
l'ultime prédateur, celui devant lequel toute la faune s'incline. Va expliquer ça à notre chasseur en herbe. Mais il y a quelque chose qui effraie encore plus les wayapis que les bororos ou le jaguar tacheté. Quoi donc? Les cours d'eau? L'anaconda? Les pluies torrentielles? S'enfoncer dans les profondeurs inexplorées de la forêt, je veux dire, au-delà des territoires connus. Et c'est justement là que von Weidmann veut nous emmener. Il existe donc des recoins de l'Amazonie encore inconnus des Indiens? Oui, monsieur, et pour des raisons qui dépassent votre esprit incrédule. Des croyances locales? Oui. On raconte que dans ces contrées vit l'une des créatures les plus épouvantables que l'on puisse croiser en Amérique du Sud. Tu me fais bien rire, gamin, tu sais. Et quel est donc le nom de ce drôle? C'est alors que les yeux de mon jeune interlocuteur s'assombrirent, comme ils ne l'avaient jamais fait jusque-là. La gravité de ce regard, pour quelqu'un d'aussi jeune, me cloua sur place. Puis il marmonna, presque dans un souffle. « Mapinguari. » Mapinguari. Et qu'a-t-il de si redoutable? Ne riez pas, monsieur. Il ne faut pas que les miens vous voient rire en entendant ce nom. Il est craint de tous ici. Même les bororos ont peur de lui. Mais quelle est donc cette chose qui fait même peur au redoutable Bororo? Un monstre. Certains prétendent l'avoir aperçu de loin, alors que son ombre se faufilait entre les fougères et les lianes, tel un ectoplasme insaisissable. Sait-on seulement à quoi il ressemble? Les avis divergent, monsieur. Certains prétendent que c'est un homme de 3 mètres, avec une tête de jaguar. D'autres affirment qu'il possède une bouche dans son ventre, une sorte de trou béant, muni de dents dignes de celles d'un squale pré-adamique, capable d'ingurgiter tout vertébré se trouvant sur sa route. Je détestais l'attitude de l'Allemand, mais de là à croire à ces chimères. Je tentais tant bien que mal de calmer Émira, de lui rappeler que la nuit portait conseil, et que les choses prendraient peut-être une tournure plus réjouissante demain matin. Suivant mes instructions, il se posa dans son hamac, joua un peu de sa flûte de Pan, et se laissa gagner par un sommeil apaisant. 9 avril 1891. Lieu indéterminé de la forêt amazonienne. Journal d'Étienne Maufray, explorateur. Cela faisait maintenant 3 jours que nous avancions sous une pluie meurtrière, si violente que chacune de ces gouttes semblait vouloir transpercer nos vêtements supposés imperméables. Nous voyions à peine à 2 mètres devant nous, et le bruit assourdissant de ce déluge rendait difficile le moindre de nos échanges oraux. Par terre, nos bottes pataugeaient dans une gadoue humide, puante et molle, dans laquelle chacun de nos pas s'enfonçait rapidement, tandis qu'au-dessus de nos têtes, le tonnerre grondait. Sans compter les infatigables fourmis légionnaires, ces minuscules militaires acharnés qui achevaient tous les invertébrés qui leur barraient la route, aussi bien les scorpions que les mygales dans leurs terriers. Weidmann avait donné l'ordre à l'un des Indiens de revenir sur nos pas, en transportant dans la barque les cages contenant les récentes prises, toutes ces bêtes qui poussaient des cris de plainte, nous suppliant de les libérer. Notre meneur, si on peut l'appeler ainsi, avait gardé sur lui les pièges et filets qui n'avaient pas encore servi, sûrement pour s'approprier toute une famille de capybaras, ces rats de la taille d'un chien, qui avaient pour habitude de rester près des points d'eau et des rangées de nénuphars dont ils se nourrissaient. Nous n'avions donc plus que nos pieds pour nous déplacer. Émira avançait péniblement, je voyais ses jambes trembler et ses larmes se contenir au coin de ses yeux. L'Allemand, quant à lui, paraissait plus déterminé que jamais. Son regard avait changé et se déshumanisait de plus en plus. Tel un carnivore affamé traquant sa proie,
Sa soif insatiable d'or et de fortune le poussait à aller toujours de l'avant, même si c'était pour le conduire aux portes de l'enfer, dans l'abîme infini de la nuit. Les provisions venaient à se raréfier. Nos rations de haricots bouillis et de porc salé étaient de plus en plus maigres, même si les Indiens parvenaient toujours à pêcher quelques poissons aux alentours des rigoles. Ce jardin d'Éden incarnait à lui seul les forces de Dame Nature, celle qui était capable de vous procurer les ressources nécessaires pour rester en vie, mais également de vous les confisquer du jour au lendemain. Ces contrées que nous étions en train d'explorer, aucun humain ne devait les avoir franchies. Les derniers villages Bororo étaient loin, et dans ces ultimes lieux habités, les anciens craignaient les profondeurs de la jungle. Ils parlaient de terres interdites, de pays inviolables, mais aussi du territoire du monstre à la large gueule. Visiblement, Émira n'était pas le seul à croire à cette légende du Mapinguari. Comme les Américains parlaient de Bigfoot et les Tibétains du Yéti, les autochtones du Brésil et de Guyane avaient créé leur propre monstre, le reflet de toutes leurs peurs refoulées, incarnant les craintes que cette végétation condensée leur inspirait. Nous étions las d'avancer en vain. Après avoir marché pendant des heures au milieu de fougères urticantes, nous arrivâmes enfin sur l'une des rives de l'Amazone, dont la crue était proche. Impossible de nous localiser sur une carte, tant nous nous étions éloignés des repères tracés par les hommes. Même les tribus les plus farouches étaient à des lieues et des lieues d'ici. Telle une marmite remplie à ras-bord, l'eau se propageait à plusieurs mètres du fleuve, que les nuages remplissaient d'eau de pluie. Quel brouillard! Une vraie purée de pois, à laquelle se mélangeait la chaleur tropicale asphyxiante. Soudain, Van Weidman, d'un geste de la main, nous ordonna de nous arrêter. Il était persuadé d'avoir aperçu quelque chose sur l'autre rive. Calmement, les gouttes de pluie se firent de plus en plus fines, puis se dissipèrent, comme pour nous révéler l'immensité de la jungle. Nous pouvions enfin voir les canneliers et les parkas qui nous faisaient face. La végétation était toujours aussi dense, les lianes tombant des branches, les feuilles s'entremêlant et les ronces s'attaquant au tronc. C'est alors que je vis une sorte de flamme traverser le regard de l'Allemand et sa mâchoire inférieure tomber de stupéfaction. Au même moment, un cri horrible, un hurlement épouvantable se fit entendre dans toute la canopée. Il traversa la cime des arbres, jaillit du sol et fit trembler l'ensemble de la forêt. De toute ma vie, je n'avais jamais rien entendu de tel, et je doute qu'aucune oreille humaine ait un jour ouï quelque chose d'aussi effrayant, d'aussi macabre. C'était comme un bruit métallique et enrayé, mélangé aux lamentations d'un porc que l'on égorge. Dieu du ciel! Et les pires hybrides de la mythologie grecque et les démons des contes chevaleresques n'auraient pas pu produire de tels sons. 2 des Indiens s'enfuirent en suppliant leur divinité de les épargner. Émira me fixa avec angoisse, comme pour me rappeler qu'il m'avait prévenu. Je scrutais alors l'autre rive, et les battements de mon cœur me firent mal tant ils devinrent virulents. Je surpris mes rotules en train de se cogner l'une contre l'autre, et mes dents claquer à l'unisson. Qu'y avait-il là-bas, entre ces larges troncs? Quelque chose se déplaçait, j'en étais sûr. Oui, Émira et moi distinguions bien une ombre, mais il ne pouvait s'agir d'un humain, ni même d'un grand singe. Impossible! J'avais beau me gifler, espérant m'échapper d'un cauchemar, je me retrouvais toujours au même endroit, bien dans mes bottes, face à cette horreur. Elle était donc bien réelle.
Cette chose devait bien mesurer plus de 2 mètres de haut, bipède, à la fourrure épaisse, avec une légère tendance à tituber. Quel mammifère inconnu de nos scientifiques et de Darwin lui-même pouvait bien se terrer dans ces bosquets? Je ne voyais qu'une ombre, une masse informe avançant à vive allure, comme si cette créature était traquée. Ou bien étions-nous ses proies? Instinctivement, je pris Émira dans mes bras et le serrai fort contre moi, en espérant le protéger. L'avarice de von Weidmann nous avait poussés à violer une terre sacrée, gardée par le plus redoutable des cerbères. D'où nous étions, nous ne pouvions voir que son ombre, et 2 yeux rouges, scintillant comme des rubis inquiétants et aveuglants. Tout alla ensuite très vite. Un second hurlement retentit, toujours aussi insupportable. Nous vîmes alors l'Allemand brandir son poing et son fusil en direction de l'autre rive, déblatérer une bordée d'injures dans sa langue. Tel le plus féroce des prédateurs, il parvint aux nombreux îlots qui formaient un chemin naturel entre les 2 bords. Le chasseur, rappelant le lion enragé, bondit sur chacun de ces amas de terre avec l'agilité d'un félin chevronné. Ensuite, nous l'aperçûmes traverser l'eau, puis se faufiler entre les fougères, avant de disparaître dans l'épaisseur de la jungle en direction de cette monstrueuse apparition qui semblait l'attirer vers elle, comme l'araignée tisse sa toile pour mieux piéger la mouche avant de lui dévorer les entrailles. Nous ne revîmes jamais von Weidmann. Qu'il aille au diable! Mais malgré le triste sort bien mérité de cette brute épaisse, le mystère perdure. A-t-il maté cette créature? Ou a-t-il été dévoré par cette atrocité anthropophage? Et surtout, de quelle espèce s'agissait-il? Doit-on se laisser aller aux superstitions d'un autre âge lorsque l'on ne peut expliquer ce que l'on voit? Ce que je n'oublierai jamais, c'est ce cri, ce braillement éléphantesque qui, encore aujourd'hui, hante mes nuits les soirs d'été et me glace le sang lors de mes insomnies.